La dépression est l'un des troubles de santé mentale les plus répandus dans le monde, touchant des individus de tous âges et de tous horizons, entraînant souvent une souffrance émotionnelle profonde et une altération fonctionnelle. Compte tenu de son impact considérable, identifier les approches thérapeutiques les plus efficaces reste une priorité essentielle dans les soins de santé mentale. Les deux interventions les plus couramment utilisées sont la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, une forme structurée de psychothérapie, et la pharmacothérapie, principalement les antidépresseurs. Bien que les deux traitements aient démontré leur capacité à réduire les symptômes dépressifs, ils diffèrent significativement en termes d'efficacité à long terme, d'effets secondaires et de prévention des rechutes. Ce document examine l'efficacité de la TCC et des médicaments dans le traitement de la dépression, en soutenant que, bien que les deux soient utiles, la TCC offre des bénéfices plus durables avec moins d'effets indésirables et un risque de rechute plus faible, ce qui en fait une option préférable pour de nombreux patients. La dépression est un trouble de santé mentale complexe et invalidant caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées, et une série de symptômes émotionnels et physiques. Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, DSM-5, un diagnostic de trouble dépressif majeur nécessite la présence d'au moins 5 symptômes clés sur une période de 2 semaines, incluant une humeur dépressive, une diminution du plaisir, des changements de poids significatifs, des troubles du sommeil, de la fatigue, des sentiments de dévalorisation, une diminution de la concentration et des pensées récurrentes de mort ou de suicide. Ces symptômes doivent causer une détresse significative ou une altération du fonctionnement quotidien et ne peuvent être attribués à d'autres conditions médicales ou à l'usage de substances. La dépression se manifeste sous diverses formes, chacune avec des caractéristiques cliniques distinctes. Le trouble dépressif majeur, TDM, implique des symptômes dépressifs sévères et épisodiques qui interfèrent avec la vie quotidienne, tandis que le trouble dépressif persistant, TDP, ou dysthymie, se caractérise par une dépression chronique et légère durant au moins 2 ans. D'autres sous-types incluent le trouble affectif saisonnier, TAS, qui suit des schémas saisonniers, et la dépression périnatale, survenant pendant ou après la grossesse. De plus, le trouble de dysrégulation de l'humeur disruptive chez les enfants et le trouble dysphorique prémenstruel, TDPM, représentent des formes plus spécifiques de dépression. Le développement de la dépression est influencé par une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Sur le plan biologique, les déséquilibres des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine jouent un rôle clé, ainsi que les prédispositions génétiques et les modifications structurelles dans les régions cérébrales impliquées dans la régulation de l'humeur. Les facteurs psychologiques incluent des schémas de pensée inadaptés, des traumatismes non résolus et une faible estime de soi, souvent entretenus par des distorsions cognitives. Les facteurs sociaux et environnementaux comme le stress chronique, l'isolement social, les difficultés financières et les expériences adverses durant l'enfance augmentent encore la vulnérabilité à la dépression. L'interaction de ces facteurs souligne la complexité du trouble, nécessitant une approche multifacette pour son traitement et sa prévention. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une psychothérapie structurée et fondée sur des preuves, basée sur le principe que les pensées, les émotions et les comportements sont interconnectés. Son fondement théorique provient de la psychologie cognitive et de la thérapie comportementale, soulignant que les schémas de pensée inadaptés contribuent à la détresse émotionnelle et au comportement dysfonctionnel. En identifiant et en restructurant les cognitions négatives comme la catastrophisation ou la surgénéralisation, la TCC aide les individus à développer des modes de pensée plus sains et des stratégies d'adaptation efficaces. Un principe central de la TCC est son approche collaborative et axée sur les objectifs, où thérapeutes et clients travaillent ensemble pour remettre en question les croyances déformées et modifier les schémas comportementaux inutiles. La structure de la TCC est généralement brève et centrée sur les problèmes, s'étalant souvent sur 12 à 20 séances, bien que la durée puisse varier selon les besoins individuels. Le traitement commence par une psychoéducation, aidant les clients à comprendre le modèle cognitif de la dépression et comment leurs pensées influencent leur humeur et leurs actions. Les séances suivantes impliquent des exercices de restructuration cognitive, une activation comportementale, encourageant l'engagement dans des activités gratifiantes, et des techniques de renforcement des compétences comme la résolution de problèmes et la gestion du stress. Des devoirs à domicile consolident les apprentissages, permettant aux clients de pratiquer de nouvelles compétences dans leur vie quotidienne. L'objectif ultime est d'équiper les individus d'outils pour gérer leurs symptômes de manière autonome et prévenir les rechutes. De nombreuses recherches soutiennent l'efficacité de la TCC dans le traitement de la dépression. Plusieurs essais randomisés contrôlés et méta-analyses ont démontré que la TCC est aussi efficace que les antidépresseurs pour les dépressions légères à modérées, certaines études suggérant même des résultats supérieurs à long terme. Par exemple, une étude marquante de Hollon et al. 2005,
a révélé que les individus traités par TCC présentaient des taux de rechute significativement plus bas que ceux ayant arrêté les médicaments. Les méta-analyses, comme celle de Kuijper et al. 2013, soulignent systématiquement l'efficacité de la TCC, notamment dans la réduction de la gravité des symptômes et l'amélioration du rétablissement fonctionnel. Ces résultats ont solidifié le statut de la TCC comme traitement de première intention dans les recommandations cliniques mondiales. L'un des principaux atouts de la TCC est sa capacité à induire un changement durable en s'attaquant aux schémas cognitifs et comportementaux sous-jacents à la dépression. Contrairement à la pharmacothérapie, qui gère principalement les symptômes, la TCC enseigne des compétences durables aidant les individus à faire face aux futurs facteurs de stress, réduisant ainsi le risque de rechute. De plus, la TCC présente moins d'effets secondaires que les médicaments, ce qui en fait une option plus sûre pour certaines populations, comme les femmes enceintes ou les personnes sensibles aux interactions médicamenteuses. Son approche structurée et axée sur les compétences renforce également l'autonomie des clients, favorisant l'auto-efficacité et la résilience émotionnelle. Cependant, la TCC présente aussi des limites. L'accessibilité peut constituer un obstacle, car la thérapie nécessite des spécialistes formés, dont la disponibilité peut être limitée dans les zones rurales ou mal desservies. Les contraintes financières et le manque de couverture par les assurances peuvent également restreindre l'accès. Par ailleurs, la TCC exige une participation active et un effort soutenu de la part des clients, ce qui peut être difficile pour ceux souffrant de dépression sévère ou manquant de motivation. Les individus éprouvant une fatigue extrême, des difficultés de concentration ou un profond désespoir peuvent peiner à s'engager pleinement dans le processus thérapeutique. Dans de tels cas, une combinaison de TCC et de pharmacothérapie ou d'autres interventions peut s'avérer plus efficace. Malgré ces défis, la TCC reste l'un des traitements les plus rigoureusement validés et largement utilisés pour la dépression, offrant une approche équilibrée entre soulagement des symptômes et rétablissement à long terme. Les antidépresseurs sont un pilier du traitement pharmacologique de la dépression, avec plusieurs classes de médicaments disponibles selon le profil des symptômes et la tolérance individuelle. Les plus couramment prescrits sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, comme la fluoxétine et la sertraline, qui augmentent les niveaux de sérotonine dans le cerveau avec relativement moins d'effets secondaires que les médicaments plus anciens. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN, comme la venlafaxine et la duloxétine, ciblent à la fois la sérotonine et la noradrénaline et sont souvent utilisés pour les dépressions plus sévères ou résistantes au traitement. Les classes plus anciennes, comme les antidépresseurs tricycliques, ATC, et les inhibiteurs de la monoamine oxydase, IMAO, sont généralement réservés aux cas où les médicaments plus récents s'avèrent inefficaces en raison de leur profil d'effets secondaires plus marqués ou de restrictions alimentaires respectives. Ces médicaments agissent en modulant l'activité des neurotransmetteurs dans le cerveau, affectant principalement les voies de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Les ISRS et les IRSN bloquent la réabsorption de ces neurotransmetteurs, leur permettant de rester actifs plus longtemps dans les synapses, ce qui améliore progressivement la régulation de l'humeur, la stabilité émotionnelle et les fonctions cognitives. Bien que les mécanismes neurochimiques exacts soient encore à l'étude, les effets thérapeutiques mettent généralement plusieurs semaines à se manifester, avec des bénéfices complets apparaissant souvent après 6 à 8 semaines d'utilisation régulière. Les patients peuvent initialement ressentir des effets secondaires avant de constater un soulagement des symptômes, nécessitant un suivi attentif et des ajustements de dosage. Les essais cliniques et les méta-analyses ont régulièrement démontré l'efficacité des antidépresseurs dans la réduction des symptômes dépressifs, en particulier dans les cas modérés à sévères. Des études à grande échelle, comme l'ESSESTAR*D, ont montré qu'environ 50 à 60% des patients répondent positivement à un traitement initial par ISRS, avec des taux de rémission s'améliorant grâce à des ajustements ou changements de médicaments. Les méta-analyses, dont celle de Cipriani et al. 2018, confirment que les antidépresseurs sont plus efficaces qu'un placebo, avec des variations d'efficacité et de tolérance entre les différentes classes. Ces résultats soutiennent leur utilisation généralisée en pratique clinique, surtout pour les individus ne répondant pas suffisamment à la psychothérapie seule. Un atout majeur des antidépresseurs est leur capacité à procurer un soulagement relativement rapide des symptômes par rapport à la psychothérapie, ce qui les rend particulièrement précieux pour les dépressions sévères nécessitant une intervention immédiate. Les antidépresseurs sont aussi largement accessibles, souvent prescrits par des médecins généralistes, assurant une disponibilité étendue même dans les régions manquant de spécialistes en santé mentale. Pour certains patients, notamment ceux avec des prédispositions biologiques à la dépression, les médicaments peuvent être essentiels pour stabiliser l'humeur et restaurer les capacités fonctionnelles. Cependant, les antidépresseurs ne sont pas sans inconvénients. Les effets secondaires comme les nausées, la prise de poids, les dysfonctions sexuelles et l'émoussement affectif, sont fréquents et peuvent conduire à l'arrêt du traitement. La dépendance est une autre préoccupation,
car un arrêt brutal peut déclencher des symptômes de sevrage, incluant vertige, symptômes pseudo-grippaux et fluctuations de l'humeur, nécessitant un sevrage progressif sous supervision médicale. Plus critique encore, les taux de rechute sont élevés une fois le médicament arrêté, car les médicaments gèrent principalement les symptômes plutôt que de traiter les causes psychologiques ou comportementales sous-jacentes. Cela a suscité des débats sur l'utilisation à long terme, certains patients nécessitant un traitement indéfini pour prévenir les récidives. Malgré ces limites, les antidépresseurs restent un outil vital dans la prise en charge de la dépression, en particulier lorsqu'ils sont combinés à la psychothérapie pour une approche plus complète. Lorsque l'on compare l'efficacité à court terme de la TCC et des antidépresseurs, des différences clés émergent dans la vitesse et l'intensité du soulagement des symptômes. Les traitements pharmacologiques, notamment les ISRS et les IRSN, produisent souvent des améliorations notables en 4 à 6 semaines, ce qui les rend particulièrement utiles pour les individus souffrant de symptômes dépressifs aigus ou sévères nécessitant une stabilisation rapide. En revanche, la TCC nécessite généralement plus de temps pour démontrer des effets comparables, car le processus thérapeutique implique l'apprentissage et la pratique de nouvelles compétences cognitives et comportementales. Cependant, certains patients rapportent ressentir des bénéfices précoces grâce à l'approche de résolution de problèmes de la TCC et à la nature responsabilisante de l'acquisition de compétences, avant même la rémission complète des symptômes. Les résultats à long terme de ces traitements révèlent des distinctions plus marquées. Bien que les deux approches montrent une efficacité similaire pendant les phases de traitement actif, la TCC démontre une durabilité supérieure, avec des taux de rechute plus bas après la fin de la thérapie. Ce bénéfice durable découle de l'accent mis par la TCC sur l'équipement des patients avec des stratégies d'adaptation à long terme pour gérer les pensées et comportements négatifs. Les antidépresseurs, bien qu'efficaces pendant leur utilisation, présentent des taux de rechute significativement plus élevés après leur arrêt, car ils ciblent principalement les symptômes biologiques plutôt que les schémas psychologiques sous-jacents à la dépression. Des séances de maintien en TCC ou des rappels périodiques peuvent renforcer ces effets protecteurs, tandis que les médicaments nécessitent souvent une utilisation continue pour prévenir la réapparition des symptômes. La sévérité de la dépression joue un rôle crucial dans le choix de l'approche thérapeutique la plus appropriée. Pour les dépressions légères à modérées, la TCC seule s'avère fréquemment suffisante et présente l'avantage d'éviter les effets secondaires des médicaments. Dans les cas de dépression sévère ou résistante au traitement, les antidépresseurs peuvent être nécessaires pour obtenir une réduction initiale des symptômes avant que les patients ne puissent s'engager efficacement dans une psychothérapie. Certaines recherches suggèrent que la combinaison de la TCC et des médicaments peut être particulièrement bénéfique pour les cas sévères, car le médicament procure une stabilisation biologique tandis que la TCC traite les schémas de pensée inadaptés. Le traitement combiné s'est imposé comme une stratégie précieuse dans certains scénarios cliniques, notamment pour la dépression chronique, les épisodes dépressifs récurrents ou les cas avec une altération fonctionnelle importante. L'utilisation simultanée de la TCC et des médicaments peut créer un effet synergique, où le médicament réduit les barrières neurobiologiques à l'engagement thérapeutique, tandis que la TCC améliore l'observance du traitement en abordant les croyances négatives sur les médicaments. Cette double approche peut aussi bénéficier aux patients ayant répondu partiellement à une seule modalité mais nécessitant un soutien supplémentaire. Les recherches indiquent que la thérapie combinée engendre souvent des taux de réponse plus élevés que chaque traitement seul, bien que la séquence et la durée optimale restent des sujets d'étude. Les préférences des patients et l'observance du traitement influencent significativement les résultats et doivent être soigneusement prises en compte dans la décision clinique. Certains individus préfèrent fortement la psychothérapie en raison de préoccupations sur les effets secondaires des médicaments ou d'un désir d'autonomie dans leur rétablissement, tandis que d'autres privilégient la commodité et l'action rapide du traitement pharmacologique. Des facteurs pratiques comme le coût, la disponibilité de thérapeutes qualifiés et l'investissement en temps affectent aussi l'observance. Notamment, les taux d'abandon tendent à être plus élevés pour les médicaments que pour la TCC, souvent en raison des effets secondaires ou de la frustration face aux résultats tardifs. Impliquer les patients dans une prise de décision partagée et adapter le traitement à leurs besoins, valeurs et circonstances individuelles peut améliorer l'observance et optimiser les résultats thérapeutiques pour les deux modalités. L'approche idéale repose souvent sur un équilibre entre les preuves empiriques et des soins personnalisés pour maximiser l'efficacité du traitement de la dépression. Les implications économiques du traitement de la dépression vont au-delà de l'efficacité clinique pour toucher des questions plus larges de rentabilité et d'accessibilité des soins. Bien que les antidépresseurs aient généralement des coûts initiaux plus bas, leurs dépenses à long terme peuvent s'accumuler en raison d'une utilisation prolongée et de la gestion des effets secondaires. La TCC, bien que potentiellement plus coûteuse initialement en raison des honoraires des thérapeutes, peut s'avérer plus rentable sur le long terme en réduisant les taux de rechute et l'utilisation ultérieure des services de santé. Cependant, l'accès à des praticiens qualifiés en TCC reste limité dans de nombreuses régions, en particulier dans les zones rurales ou les communautés à faible revenu,
créant des disparités dans les soins de santé mentale. Les variations dans la couverture par les assurances compliquent encore ce tableau, certains plans favorisant la gestion médicamenteuse tandis que d'autres offrent un meilleur remboursement pour la psychothérapie, influençant directement la disponibilité des traitements pour les patients de différents groupes socio-économiques. Les normes culturelles et les systèmes de croyances personnelles façonnent profondément la réceptivité des individus aux différentes modalités de traitement. Certaines cultures envisagent les médicaments avec scepticisme, préférant des approches psychologiques ou holistiques alignées sur leur compréhension de la santé mentale comme interconnectée avec le bien-être spirituel ou social. À l'inverse, d'autres communautés peuvent privilégier les explications biologiques de la dépression, les rendant plus ouvertes aux interventions pharmacologiques. Les valeurs personnelles jouent aussi un rôle significatif. Certains patients apprécient l'accent mis par la TCC sur l'auto-efficacité et le développement de compétences, tandis que d'autres préfèrent le modèle médical présentant la dépression comme une condition biochimique nécessitant une intervention professionnelle. Ces perspectives culturelles et personnelles doivent être respectueusement prises en compte à travers une communication culturellement sensible pour assurer l'engagement et l'observance du traitement. Le stade de développement et l'état de santé physique imposent des adaptations importantes dans les approches thérapeutiques. Pour les enfants et adolescents, la TCC est souvent privilégiée comme traitement de première intention en raison des inquiétudes sur les effets des médicaments sur le cerveau en développement, bien que les cas sévères puissent encore nécessiter une gestion pharmacologique prudente. Les personnes âgées font fréquemment face à des défis uniques, incluant une sensibilité accrue aux médicaments et une probabilité plus élevée d'interaction médicamenteuse en raison de la polymédication, rendant la TCC une option attractive lorsque les fonctions cognitives le permettent. Les conditions médicales comorbides comme la douleur chronique ou les maladies cardiovasculaires peuvent influencer le choix des médicaments, tandis que les troubles cognitifs pourraient limiter l'efficacité de la psychothérapie. La présence de troubles psychiatriques comorbides comme les troubles anxieux ou la toxicomanie complique davantage la planification du traitement, nécessitant parfois des approches intégrées abordant plusieurs conditions simultanément. Les facteurs géographiques et systémiques liés à la disponibilité des traitements et à l'infrastructure des soins de santé créent des obstacles pratiques substantiels à une prise en charge idéale de la dépression. Les centres urbains bien dotés peuvent offrir un spectre complet d'options thérapeutiques incluant des professionnels spécialisés en TCC et une gestion psychiatrique médicamenteuse, tandis que les zones mal desservies pourraient principalement dépendre des médecins généralistes prescrivant des antidépresseurs en raison du manque de professionnels en santé mentale. La fracture numérique affecte l'accessibilité à la téléthérapie, créant de nouvelles opportunités inégales pour la dispensation à distance de la TCC. À un niveau systémique, les pays avec des systèmes de santé nationaux peuvent intégrer plus facilement les services de santé mentale que les systèmes fragmentés basés sur les assurances, où la couverture en santé mentale est souvent moins prioritaire que les services pour la santé physique. Ces déterminants structurels de la qualité des soins soulignent la nécessité de solutions politiques pour assurer un accès équitable aux traitements fondés sur des preuves pour la dépression à travers des populations et des contextes divers. Le traitement de la dépression nécessite une approche nuancée qui pèse soigneusement les forces respectives de la thérapie cognitivo-comportementale et des antidépresseurs. Bien que la TCC offre un rétablissement durable basé sur des compétences avec des taux de rechute plus bas, les médicaments procurent une stabilisation biologique cruciale pour les cas aigus et sévères. L'approche thérapeutique optimale dépend de multiples facteurs, incluant la sévérité des symptômes, les préférences individuelles et l'accessibilité des traitements. À l'avenir, les soins de santé mentale doivent adopter des modèles plus intégrés et centrés sur le patient, dépassant les paradigmes rigides de traitement en soit l'un, soit l'autre. De tels modèles devraient combiner les meilleurs éléments des deux approches lorsque cela est approprié, tout en restant suffisamment flexibles pour s'adapter aux besoins individuels, au contexte culturel et aux circonstances socio-économiques. Les recherches futures devraient continuer à explorer des algorithmes de traitement personnalisés et des méthodes innovantes de dispensation pour améliorer les résultats. Enfin, en privilégiant des soins holistiques qui abordent les dimensions biologiques, psychologiques et sociales de la dépression, les cliniciens peuvent offrir un traitement plus efficace et compatissant pour cette condition complexe et invalidante.